téléspectateurs dans nos studios, bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre sur la RTS1. Voici les titres de cette édition. Le casse-tête des automobilistes à quelques heures du couvre-feu. La police a déployé un dispositif spécial pour réguler la circulation. Chaque jour, près de 150 agents assurent le désengorgement des axes routiers. Un système de surveillance renforce également l'intervention de la police sur le terrain. L'aéroport international Blaise Diagne certifié et Airport Health accréditation pour sa conformité aux normes sanitaires dans le cadre de la lutte contre le Covid. Une distinction décernée par le Conseil international des aéroports. Le programme vise à rassurer les voyageurs pour tout risque lié à leur santé dans ce contexte de pandémie. Depuis hier, les œuvres du célèbre peintre italien Léonard de Vinci sont exposées au Musée des civilisations noires. Cette exposition à Dakar boucle la tournée mondiale de la célébration des 500 ans de l'artiste. Voilà pour les titres et merci d'être avec nous. Les policiers en première ligne pour faire respecter le couvre-feu, un dispositif spécial est justement mis en place pour permettre aux Dakarois de rester chez eux avec un minimum de désagréments. Dans le même temps, le commissariat central a établi un système de surveillance des différents points de Dakar. Chaque jour, près de 150 policiers sont mobilisés pour assurer la fluidité de la circulation. Sur place, le reportage d'Ibrahima Diédhiou. Tout commence ici. Sur l'un des axes les plus fréquentés de Dakar, les agents de régulation font les gestes requis pour évacuer le maximum de véhicules. Chaque jour, ce sont des milliers de voitures qui entrent au centre-ville. En cette période de couvre-feu, ceux qui sortent de Dakar sont prioritaires. Dès 16h, voire 17h, c'est la course contre la montre pour allier la banlieue. Le dispositif mis en place par la police semble faire ses effets. Vers 19h, en ce jour de vendredi, la plupart des automobilistes sont sortis des bouchons. À partir du palais, il y a un élément qui est là-bas, avec son poste radio. Il y a un élément à Félix-Faure et progressivement à la place de l'Indépendance, à l'hôtel de ville, au rond-point de la gare, au rond-point Frésiling, à Malick Sy autoroute et sur le long de l'autoroute. Et jusque dans les sorties. C'est le système inverse qu'on fait le matin. Les après-midi, quand pour les véhicules entrants, si c'est complètement fluide, donc on ouvre et le pont et les deux voies du Grand Théâtre. Donc c'est pour vraiment évacuer les véhicules vers la banlieue. Ok, compte 23, vous pouvez rétablissez. Ok, MCI. 19h30, au commissariat central de Dakar. Le lieutenant Djemé donne les dernières consignes aux éléments qui doivent assurer la sécurité sur plusieurs points de la capitale. Ne pas céder aux provocations, rendre compte de tout fait susceptible de troubler l'ordre public ou d'intéresser l'autorité. Embarquement, puis dispatching. Quelques minutes avant 21h, le commissaire central El Hadj Dramé surveille, à partir des écrans installés dans son bureau, les derniers mouvements dans des quartiers très habités. Un système de surveillance que pilotent des officiers de permanence 24 heures sur 24, de Dakar à Bargny. À partir de cette salle, l'officier de permanence, en liaison avec les hommes sur le terrain, il permet d'informer, de sensibiliser l'autorité pour une décision à prendre sur le terrain. Avec la liaison radio, on peut orienter nos actions telle ou telle situation. L'heure du couvre-feu a sonné. Au rond-point de Colobane, l'un des principaux points d'accès à Dakar, le commissaire Dramé, réputé homme de terrain, assiste au contrôle des voitures. Quelques retardataires dont le sort sera scellé plus tard. Immobiliser le véhicule, voilà. Vérifiez la carte. Voilà, c'est un médecin. Même scénario au rond-point Casby des Parcelles Assainies. Certains hauts cadres de l'administration n'échappent pas à la vigilance des policiers. À part ces quelques interpellations, tout se passe bien. Près de 1000 agents sont mobilisés et se relaient selon les jours. Depuis le début du couvre-feu, plus de 500 personnes ont été interpellées. Les patrouilles sont effectuées continuellement tard dans la nuit, avec, par endroits, des hommes en civil
ou suffisamment armés. De 21h à 5h, soit 8 heures, la police veille au grain, malgré le froid de ces derniers jours à Dakar. Policières et policiers gardent le cap. Dès les premières heures de l'aube, le dispositif est levé. Les Dakarois peuvent circuler tranquillement et vaquer à leurs occupations. 18 heures de liberté pour faire le maximum de courses. À la fin du couvre-feu, le commissaire Dramé affiche sa satisfaction. RAS, rien n'a signalé à Dakar. Après sa ronde, le commissaire central de Dakar a fait le point sur le dispositif mis en place. Le couvre-feu oblige à le renforcer plutôt, mais il reste permanent. Nous l'écoutons au micro d'Ibrahima Diédhiou. Vraiment, on a noté que le dispositif est sur place. Donc les instructions sont aussi respectées et on voit que tout se passe normalement. Vous savez, il y en a qui sont à bord de véhicules. Donc s'il y a une mobilisation, on les met à la disposition du commissariat du secteur compétent. Il y a aussi une opération de police judiciaire. Comme vous savez, il y a des fouilles parfois nécessaires. Mais il y a aussi des gens que vous avez constaté qui évacuent des malades. Donc on est obligé de les accompagner et de les assister. En somme, très souvent, il y a un dispositif mixte et il y a un dispositif d'intervention qui est sur place et des dispositifs de patrouille. En dehors de ça, vous avez vu des militaires, des policiers, des gendarmes, etc. et des personnels sanitaires. Donc ces gens, on les laisse passer pour les besoins de leur travail. Mais il faut d'abord noter qu'il y a un dispositif traditionnel, un dispositif qui est là. Même sans couvre-feu, le dispositif est sur place. Donc vous avez constaté ce dispositif et il y a un dispositif mis en place pour les besoins du couvre-feu. Mais le dispositif traditionnel reste sur place. Avant le couvre-feu, vous avez croisé les éléments de la compagnie de circulation. Il faut noter qu'il y a des secteurs et des responsables de secteurs. Donc les responsables de secteur sont chargés de voir ce qui se passe et de coordonner. Le commissaire central se charge principalement de la coordination. Donc vous avez vu le commandant du corps urbain, il y a ici le commandant du groupement mobile d'intervention, le commissaire divisionnaire Masserine Faye. Vous avez ici le commandant de la compagnie, vous avez croisé le commandant du corps urbain. Et à Guédiawaye, il y a le commissaire central de Guédiawaye, à Rufisque, il y a le commissaire central de Rufisque. Et toutes ces personnes sont sur le terrain. Lutte contre le Covid-19, l'aéroport international Blaise Diagne a reçu une certification sanitaire. Cette distinction rassure les voyageurs sur la sûreté de l'aéroport et de ses installations pour vaincre la pandémie. Ce programme de certification conçu par le Conseil international des aéroports concerne 21 aéroports sur le continent. Awaniaï. Le chef de l'État se félicite de la certification de l'aéroport Dakar-Blaise Diagne au programme d'accréditation sanitaire du Conseil international des aéroports ACI Monde. C'était lors du dernier Conseil des ministres. L'aéroport international Blaise Diagne offre une expérience aéroportuaire sûre à tous les voyageurs, surtout en cette période de pandémie de Covid-19. Nous avons suivi tout simplement les recommandations du Conseil de l'OACI, l'Organisation internationale de l'aviation civile, mais aussi les bonnes pratiques et les lignes directrices d'ACI, qui est l'Association internationale des aéroports. Et donc ACI Monde, après avoir évalué ce que nous avons mis en place, nous a délivré ce certificat qui démontre que tout est mis en place à l'aéroport de Dakar. Des installations sophistiquées prouvent que la priorité est accordée à la santé et à la sécurité à l'aéroport international Blaise Diagne. Il a fallu changer certaines installations, ajouter des installations telles que les plexiglas au niveau des comptoirs d'enregistrement, mettre en place un marquage pour pouvoir assurer les mesures barrières au niveau de l'aérogare. Je pense que vous avez dû le voir, ce sont les empreintes de pas, par exemple, que nous mettons en place pour assurer la distanciation sociale. Mais il a fallu également changer certaines de nos procédures d'exploitation. Le service médical a joué un rôle important dans cette accréditation. Quand je dis cas suspect, c'est lorsqu'un passager débarque ici au niveau de l'aérogare et qu'il présente des signes de la Covid, tels qu'une température élevée, que nous détectons par ces caméras thermiques, automatiquement ce passager est isolé du reste des voyageurs. La certification est valable pour 1 an. Ils sont 21 aéroports sur le continent africain à avoir cette certification.
Renforcer la lutte contre le Covid, la Société sénégalaise d'anesthésie, de réanimation et de médecine d'urgence investit dans la recherche de moyens. Plus de 52 millions de francs CFA en matériel d'urgence sont remis au ministre de la Santé, un don réuni grâce aux entreprises de la place telles que Eiffage, la SDE, Kotoa, Sokosim, Sénéméka et la Fondation Total. Kaltungei. Cette deuxième vague de Covid-19 s'annonce beaucoup plus virulente que la première, ce qui suppose plus de moyens pour intensifier la lutte, moyens que la Société sénégalaise d'anesthésie, de réanimation et de médecine d'urgence (SOCR) a cherché à travers des structures telles que Eiffage, SDE, Kotoa, Fondation Total, Sokosim et Sénéméka. Elle participe ainsi à l'effort de prise en charge des malades. Nous, entreprises, dans notre rôle citoyen, nous devons de vous soutenir, de vous accompagner. Et ce geste que nous faisons, c'est vous donner des moyens, vous donner du matériel pour vous permettre de vous renforcer dans vos capacités de traitement, vous permettre de vous apporter ce qu'il vous faut pour encore continuer de sauver des vies et de faire en sorte que la vie s'améliore pour tout le monde. Elles ont acquis du matériel d'urgence nécessaire aux hôpitaux d'une valeur de 52 millions de francs CFA, un matériel très spécifique et très important pour sauver des vies. L'ASSOCR a proposé l'achat de vidéolaryngoscopes qui sont des appareils très particuliers qui permettent d'intuber les patients, donc vous savez quand c'est une respiration artificielle, avec une sécurité dans la mesure où en fait c'est un système qu'on pourrait appeler déporté qui évite de s'exposer et qui permet de pouvoir intuber avec une meilleure facilité et en sécurité. La deuxième chose, c'est qu'on l'a vu, les patients doivent être mis sous oxygène pour un nombre important aujourd'hui, sur les cas intermédiaires, voire sévères. Et c'est pour ces patients-là, il y a nécessité de ce qu'on appelle de débitmètre avec barboteur. Et pour ce qui est des vidéolaryngoscopes, c'est 21 qui ont été offerts. Pour ce qui est des barboteurs débitmètres, il y en a 220 qui sont là, hein, dans les différents cartons que vous voyez ici. Et enfin, les oxymètres de poudre. Cette action renforce le travail que le gouvernement est en train de faire sur le terrain. Pour le ministère de la Santé, elle vient à son heure. Vu l'importance de la composition de ce don et vu également le résultat d'impact que nous pouvons attendre à l'utilisation de ce matériel, le ministère de la Santé et au-delà de sa personne, tout le gouvernement du Sénégal ne peut que vous remercier. Vous remercier et vous rassurer sur l'utilisation idoine que se fera à partir de ce matériel pour l'atteinte de nos objectifs. La lutte contre le Covid-19 est donc une affaire de tous. Ces entreprises donatrices l'ont compris et elles comptent continuer à apporter leur soutien pour limiter la propagation du virus. Ce dimanche, 290 tests sont revenus positifs au Covid. Hier, 6 décès ont été enregistrés. Les précisions du Dr El Hadj Mouniaï. Sur 2239 tests réalisés, 290 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 12,95%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 118 cas contacts suivis par nos services. Aucun cas importé n'a été enregistré au niveau de nos différentes portes d'entrée, aériennes, maritimes et terrestres, et 172 cas issus de la transmission communautaire ont été répertoriés et répartis comme suit. 15 à Kaolack, 9 à Keur Massar, 8 à Louga, 7 à Touba, 6 à Dara et à Mbour, 5 à Matam, Médina et Yoff, 4 aux Almadies, Guédiawaye, Mamel, Mariste, Mbao, Ouakam et Ouest Foire, 3 à Sacré-Cœur 3, Kédougou, Ngor, Tamba, Tchadjaï et Thiès, 2 à Dakar Plateau, Dieuppeul, Fass, HLM, Liberté 6, Mbacké, Niary Tally, Ouagouñaay, Parcelles Assainies, Pikine, Sacré-Cœur 2, Sangalkam et Yeumbeul. 1 à Amitié 1, Amitié 2, Bignona, Cambérène,
Koloban, Diamniadio, Gueule Tapée, Diofior, Diouloulou, Diourbel, Gibraltar, Grand Dakar, Grand Yoff, Guinguinéo, Kaffrine, Kébémer, Liberté 1, Liberté 3, Liberté 4, Liberté 5, Linguère, Mermoz, Ndofane, Nord Foire, Pété, Point E, Popenguine, Rufisque, Saint-Louis, Saraya, Sud Foire, Chilogne et Zone B. 172 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 42 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. 6 décès ont été enregistrés ce samedi 16 janvier 2021. L'état de santé des autres patients hospitalisés est jugé stable. À ce jour, 23 028 cas ont été déclarés positifs, dont 19 224 guéris, 515 décédés et donc 3 288 patients sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective. L'actualité sur le Covid, c'est également les vaccins. L'Afrique a obtenu 270 millions de doses provisoires de vaccins contre la Covid-19. Selon l'Union africaine, la course pour l'achat des vaccins est notée partout à travers le monde. En plus des dispositions prises par chaque État, l'Afrique devrait bénéficier du dispositif COVAX de l'OMS. Le récit de Seyna Linfal. L'Afrique a enregistré plus de 3 millions de cas de Covid-19 et près de 75 000 décès. Le continent se prépare pour le lancement des campagnes de vaccination. L'Union africaine a obtenu 270 millions de doses provisoires de vaccins Covid-19 pour les distribuer sur le continent. Cyril Ramaphosa, le président de l'organisation, a promis que toutes les doses seront utilisées cette année. 50 millions de doses seront disponibles entre avril et juin. L'Afrique va également bénéficier du dispositif COVAX lancé par l'OMS et de mesures prises au niveau de chaque État. Nous prévoyons et sommes convaincus que nous devrions pouvoir commencer à vacciner en février dans ces pays. Nous faisons tout notre possible pour pouvoir y arriver dans le plus de pays possible, mais nous ne pouvons pas le faire seuls. Nous avons besoin de la coopération des fabricants de vaccins pour qu'ils livrent en priorité des vaccins au centre COVAX. Avec une population de 1,3 milliard d'habitants, l'Afrique aurait besoin d'environ 2,6 milliards de doses pour pouvoir vacciner tout le monde à terme. Il faut faire vite, le continent subit une deuxième vague plus meurtrière que la première. Une ruée mondiale pour l'achat de vaccins est actuellement notée. Les pays riches sont accusés d'avoir acheté la plus grande partie de l'approvisionnement. Nous ouvrons la page internationale de cette édition. Cela fait 60 ans que Patrice Lumumba a été assassiné dans la province du sud-est du Katanga par des séparatistes katangais et des mercenaires belges. Sa mort a provoqué un engouement international. Un hommage lui sera rendu en République démocratique du Congo à l'occasion de la célébration de l'indépendance le 30 juin. C'est Ina Lunfal. Voici 60 ans, dans une clairière du Katanga, Lumumba a été fusillé. L'opération se voulait discrète. Il a fallu du temps pour que la vérité s'impose. Le héros de l'indépendance de la République démocratique du Congo a été assassiné, abattu par des séparatistes et des mercenaires belges. Patrice Lumumba a été l'un des premiers qui a osé défier les puissances occidentales. Premier ministre élu de la République démocratique du Congo, il sera assassiné quelques mois après son entrée en fonction le 17 janvier 1961. Sa mort, qui a provoqué un engouement international, a contribué à faire du leader congolais un héros national en République démocratique du Congo et une icône du panafricanisme. Le président de la RDC, Félix Tshisekedi, a annoncé le rapatriement de la réplique du héros national du Congo, Patrice Emery Lumumba. Il a également confirmé qu'un mausolée sera construit pour honorer sa contribution à la nation. Un hommage sera rendu à Patrice Lumumba lors des célébrations de l'anniversaire de l'indépendance le 30 juin prochain.
Patrice Lumumba, ancien ministre congolais, a donc été assassiné il y a exactement 60 ans. Un crime abject qui reste encore mystérieux. L'homme combattait pour la liberté et le développement de l'Afrique. Ce que d'autres combattaient, Lumumba, quand tout périt, reste la légende. C'est une chronique signée Oumar Diawa. Le souvenir devient évanescent, 60 ans déjà. Le 17 janvier 1961, un avion dépose à Lumumbashi Patrice Emery Lumumba et 2 autres de ses camarades. Leur sort était déjà scellé avant même cet atterrissage à la capitale d'un Katanga sécessionniste de Moïse Tshombe, très riche et aiguisant donc tous les appétits. Une demi-heure plus tard, les 3 périssaient, fusillés. Le reste est une sordide histoire de dissolution dans un bain d'acide fort pour effacer les traces d'un crime abject. Que reste-t-il aujourd'hui dans la mémoire congolaise d'Elias Okito Sombo, son nom de naissance qui signifie héritier maudit? Pas vraiment grand-chose quand on se penche sur les programmes scolaires de son pays. Pourtant, ce patriote avait très tôt perçu la nécessité de parachever le combat pour préserver les intérêts du Congo. Le jour même de la naissance officielle de la République, il s'était illustré par sa prise de parole éloignée des discours convenus devant un roi des Belges médusé. Nous avons connu les ironies, les insultes. Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir. Parce que nous étions des nègres. Ce morceau choisi, considéré comme un affront, une impertinence, en fera une cible. La suite, on la connaît. Elle n'honore ni les Congolais, ni les Belges, ni les Américains, ni l'ONU. C'est aux Africains qu'incombe la sauvegarde de la mémoire d'un martyr dont Sartre a pu écrire que mort, il avait cessé d'être un individu pour devenir l'Afrique entière en quête difficile d'unité. Je vous le disais en titre, le musée des civilisations noires expose depuis hier les œuvres du célèbre peintre italien Leonardo da Vinci. Cette exposition à Dakar boucle la tournée mondiale de la célébration des 500 ans de l'artiste, tournée mondiale qui a débuté en Éthiopie en 2020. Ousmane Garifay. Après Addis Abeba, Dakar célèbre le maître du pinceau italien. Dernière étape de la tournée Opéra Omnia Leonardo. L'expo célèbre les 500 ans de la mort de l'artiste italien Léonard de Vinci. L'étape de Dakar s'ouvre ainsi pour sa part sur l'une des œuvres les plus connues de celui que l'humanité entière a élevé à la dignité de génie universel, cette scène qui traduit le dernier repas de Jésus. La scène est l'une des plus connues, où elle représente Jésus avec ses apôtres. Dans un moment mémorable où il semblait dire que l'un d'entre ces apôtres-là allait le trahir. C'est une œuvre qui existe dans le répertoire d'un couvent à Milan et sur un mur. Et nous voyons un peu l'intérêt de cette exposition-là qui est constituée d'œuvres reproduites selon des techniques particulières. Historique, 17 tableaux, dont le plus connu d'entre tous sans doute la Joconde, reproduit dans les mêmes dimensions avec des techniques particulières. Précision, travail au détail, respect des proportions. Le centre culturel italien n'a pas lésiné sur les moyens pour une reproduction exacte des tableaux. Opéra Omnia Leonardo sont reproductions faites avec une technologie particulière parce qu'elles sont reproduites sur une toile avec une technologie, ils sont avec la lumière arrière. Ça veut dire que la lumière et la couleur du tableau réel sont reproduits avec cette technologie de lumière. Donc le principe, c'est qu'il y a 2 lumières. Il y a une lumière blanche et une lumière jaune. Donc là, le tableau est éteint. Si j'allume la lumière jaune, vous constatez l'éclairage jaune et la lumière blanche, l'éclairage blanc. Ce qui nous donne un point optimal de rétroéclairage qui ne nécessite pas d'éclairage venant des spots. La raison pour laquelle on a un éclairage ambiant qui offre une ambiance un peu cérémoniale qui permet d'apprécier toutes les couleurs de l'œuvre. Avec cette expo particulière, Dakar et Rome exploitent ici un maillon important de la chaîne des relations bilatérales. C'est une exposition itinérante qui a fait le tour du monde pratiquement. Et je trouve que
symbolique que l'exposition il y a un an. Après, elle a voyagé en Europe, aux États-Unis, même en Australie. Et l'avant-dernière étape a été Lyon, en France. Et avec Dakar, ça se boucle un cercle. Et donc, c'est la dernière étape de cette exposition itinérante. Une exposition tout à fait innovative parce qu'elle permet, disons, de voir au même endroit des tableaux qui sont dans les plus grands musées du monde. Voilà qui rajoute donc du crédit à l'action muséale du Sénégal. Et pour le directeur du musée Amady Bokoum, il faut absolument sortir les sentiers battus et oser voir grand pour inscrire enfin Dakar sur les palettes des plus grands musées du monde. Les œuvres que vous avez ici concernant Leonardo da Vinci, je crois, proviennent d'environ une quinzaine de musées. On n'aurait jamais pu, enfin, la plupart d'entre nous en tout cas, n'ont jamais eu la possibilité de faire ces 15 musées pour voir les 17 œuvres qui sont aujourd'hui présentées. Les informaticiens appellent ça la défragmentation. Et aujourd'hui, ce que nous sommes en train de faire, c'est créer les conditions à partir du numérique pour qu'on puisse retrouver en un seul endroit des œuvres qui sont pratiquement identiques au détail près, vraiment au nanomètre près de celles qui sont exposées dans les principaux musées au monde. Donc, c'est une très bonne chose et le musée va continuer dans cette direction-là. On va traiter de l'histoire de l'humanité des origines Toumaï, il y a 7 millions d'années, à aujourd'hui, en passant par la Renaissance, par exemple, quand on fait aujourd'hui un clin d'œil à Leonardo da Vinci. Avec cette expo, Dakar se voit confier ces 17 tableaux reproduits que les visiteurs pourront admirer pour un temps. Et pour les férus de l'art plastique, cette ultime étape du Sénégal restera sans doute un marqueur capital dans la vie du musée. Et cette visite de l'ambassadeur de la République de Corée à la mairie de Pékin-Ouest, une visite de terrain à travers la commune pour revisiter les réalisations et envisager des projets communs de la localité. Youssouf Kaba. Cette visite de terrain intervient avec l'ambassadeur de la République de Corée. Elle s'est terminée au centre de santé Dominique de Pékin. Une visite qui révèle tout l'intérêt que le partenaire du jour accorde au secteur de la santé. On a ciblé des domaines prioritaires de la commune de Pékin-Ouest. Le domaine de la santé, de l'éducation, mais aussi de l'emploi et de l'employabilité des jeunes et des femmes. Nous avons saisi une opportunité qu'offre l'acte 3 de la décentralisation, s'ouvrir pour mieux servir. Nous nous ouvrons à cette coopération décentralisée pour aller dénicher tout ce qu'on peut amener pour, en tout cas, accompagner la dynamique de développement économique et social de notre commune. Plusieurs projets sont en vue dans le cadre de la coopération. Cependant, il reste pour les différentes parties à définir les contours du partenariat et les niveaux d'implication. Une visite guidée pour voir de visu quelles sont les priorités que nous-mêmes nous avions dégagées. Donc on ne peut pas parler pour le moment de montant, puisque quand même il faudra d'abord qu'on identifie tous les projets, on élabore tous les projets, et dans le cadre des rencontres bilatérales, nous pourrons exprimer là-bas. Quand on fera maintenant le cumul de tous les projets proposés, on aura la somme et le modèle proposé par rapport au financement de ces projets-là. Des réalisations de projets structurants sont notées dans la commune de Pékin-Ouest. D'autres, par contre, sont attendues. La localité tire ainsi tout le sens donné à l'ouverture et au partenariat, tel que défini dans l'acte 3 de la décentralisation. Sport pour finir avec la 3e journée de la Ligue 1 sénégalaise. Djambar a été tenu en échec hier à Saly par le Jaraaf. Score 1 but partout au Cameroun. Le Tchad a débuté. Le pays organisateur a battu le Zimbabwe d'entrée sur le score d'1-0. Le résumé du match avec Ibrahim Mboupa. Le match au sommet de la 3e journée de la Ligue 1 sénégalaise. Le stade Fodé Wade de Saly a accueilli l'affiche Djambar Jaraaf, un centre de formation aux prises avec un club traditionnel. Ce sont les Jarafois qui se signalent les premiers, une ouverture du score signée Amirou Kanté en première période. Djambar a égalisé à la 49e minute grâce à Djibril Mbow. Les deux clubs se sont quittés sur un score de parité.
Djibril Mbow qui égalise tout de suite après à peine 3 minutes de jeu. À plus de 4000 km du Sénégal, l'heure était à la fête à Yaoundé, au Cameroun. Une cérémonie d'ouverture du Chan, tout feu, tout flamme. Toute la richesse culturelle du continent mise en valeur, le stade Ahmadou Ahidjo a vibré au rythme de la passion du football, le temps d'une après-midi. Les Lions indomptables n'ont pas gâché la fête. Ils ont gagné le match inaugural devant le Zimbabwe, 1-0. Une réalisation de Salomon Banga à la 72e minute. Un succès qui lance la compétition du pays hôte, poussé par son public. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Je vous retrouve dans un court instant pour le journal en Wolof.